Si tu continues à réagir à chaud chaque fois que tu te disputes, tu vas perdre le respect de ceux qui t'entourent. Et, pire encore, le contrôle sur toi-même. Ce qui semble anodin, comme répondre sans réfléchir ou te laisser emporter par l'impulsion, peut nuire à ton image à chaque conversation importante. Il suffit d'une seule fois, une réunion où tu élèves la voix, un repas de famille où tu lances un regard dur, un groupe de discussion où tu laisses un message sec. Les conséquences ne tardent pas à devenir visibles. Les autres baissent les yeux, évitent d'échanger des mots avec toi. Même ceux qui comptaient sur toi pour certains projets arrêtent de demander ton avis. Le silence gênant après tes paroles reste suspendu dans l'air plus longtemps que tu ne le voudrais. Une réputation s'érode rapidement. Une étude de l'université de Harvard a démontré que les personnes qui parviennent à garder leur calme dans des situations tendues sont perçues comme plus compétentes et dignes de confiance, même si elles n'ont pas raison sur le moment. La salle penche en faveur de celui qui contrôle ses gestes et son ton. Aujourd'hui, je te présente 10 réponses que tu peux utiliser pour garder ton calme, ton contrôle et ta présence stoïcienne dans n'importe quelle discussion. Ces 10 réponses ne t'aideront pas seulement à éviter des conflits inutiles, mais elles renforceront aussi ta confiance et ta capacité d'influence. La dernière va te surprendre, car elle est si simple que tu ne l'as sûrement jamais utilisée, mais c'est la préférée des stoïciens. Commençons par les 10 réponses qui font la différence dans toute discussion. Réponse 1. Je ne vais pas me disputer avec toi, je préfère te comprendre. Au moment où quelqu'un élève la voix ou cherche à s'imposer dans une discussion, la réaction la plus courante est de riposter, de se défendre, de prouver qu'on a raison. Mais il existe une autre option, une option qui désamorce le conflit à la racine. Refuser de discuter et à la place, choisir de comprendre. Lorsque tu dis « je ne vais pas me disputer avec toi, je préfère te comprendre », ce n'est ni une reddition, ni un signe de faiblesse. C'est un choix conscient de ne pas laisser l'émotion gouverner, de ne pas devenir l'esclave de la raison d'autrui, de ne pas te perdre dans le bruit du désaccord. En adoptant cette posture, tu t'élèves au-dessus de la situation, non pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu choisis de te contrôler toi-même. Tu sais que la plupart des discussions ne cherchent pas la vérité, mais la victoire. Les gens se disputent pour gagner, pas pour comprendre. Mais si tu décides d'écouter, de poser des questions et de réellement chercher la racine du désaccord, tu te libères du besoin d'avoir le dernier mot. Tu gagnes en tranquillité et souvent l'autre baisse sa garde. La tension se dissout car elle ne rencontre plus de résistance. Imagine une dispute à la maison, au travail, avec un ami. L'ambiance se réchauffe. Les mots deviennent durs. Tu pourrais répondre, tu pourrais élever la voix, tu pourrais lancer des arguments comme des pierres. Mais tu choisis une autre voie. Je ne vais pas me disputer avec toi, je préfère te comprendre. Soudain, la dynamique change. L'autre, habitué à la confrontation, se retrouve face à un mur doux. Il n'y a pas d'écho à sa colère. Tu l'invites à expliquer, à s'ouvrir, à exposer ses raisons. Peut-être, pour la première fois, quelqu'un l'écoute vraiment. Marc Aurèle a écrit « La meilleure façon de se venger est de ne pas être comme son ennemi ». Tu n'as pas besoin de gagner la discussion. Tu n'as rien à prouver. La seule chose qui compte, c'est ta paix intérieure, ton intégrité, ta capacité à rester ferme au milieu de la tempête. Comprendre n'implique pas d'être d'accord, mais cela implique d'être présent, de rester maître de toi-même et de choisir le chemin le plus difficile, celui de l'autocontrôle. Deuxième réponse. Je respecte ton opinion, même si je ne la partage pas. Il y a une tension presque imperceptible lorsque quelqu'un te dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Le pouls s'accélère, l'esprit cherche des arguments, le corps se prépare à se défendre. Mais que se passe-t-il si tu n'entres pas dans le combat ? Si, au lieu de te battre, tu décides d'observer, d'écouter, de laisser l'autre exposer son point de vue sans l'interrompre. C'est ici que cette phrase prend toute sa force. Je respecte ton opinion, même si je ne la partage pas. Ce n'est pas une reddition, ce n'est pas céder, c'est une pause stratégique. Quand tu l'utilises,
Tu arrêtes l'escalade et tu désarmes la confrontation. L'autre s'attend à ce que tu répondes avec du feu. Tu lui rends du calme. Il s'attend à ce que tu te justifies. Tu restes serein. Cette phrase ne signifie pas que tu renonces à ta vérité, ni que tu ignores tes principes. Elle signifie que tu choisis le contrôle sur la réaction, que tu distingues entre ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. Imagine une discussion intense. L'autre personne insiste, élève la voix, cherche à te convaincre. Tu pourrais répondre avec la même intensité, mais tu choisis une autre voix. Tu dis la phrase. L'ambiance change. La conversation perd de la température. Maintenant, l'autre personne se heurte à un mur doux, inamovible. Elle peut continuer à parler, mais elle ne trouve plus de résistance. La force de cette réponse réside dans ce qu'elle ne dit pas. Elle ne valide pas, n'attaque pas, ne justifie pas. Elle pose simplement une limite silencieuse. Où se trouve le contrôle dans une discussion ? Pas dans le fait de gagner l'argument, mais dans le fait de ne pas te perdre toi-même. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu permets à l'opinion de l'autre d'exister sans qu'elle t'affecte, tu t'entraînes à la discipline la plus difficile, celle de gouverner tes propres émotions. As-tu déjà essayé de laisser passer l'opinion d'autrui comme un courant d'air ? Essaie de prononcer cette phrase la prochaine fois. Observe ce qui se passe chez l'autre et en toi. Réponse 3. Je peux me tromper. Dis-moi ton point de vue. Lorsque, au milieu d'une discussion, quelqu'un te met la pression, il s'attend à ce que tu répondes avec certitude, que tu défendes ta position comme s'il s'agissait d'une vérité absolue. La plupart des gens s'accrochent à leur point de vue parce qu'ils le ressentent comme une extension d'eux-mêmes. Admettre la possibilité de se tromper semble être une faiblesse, mais en réalité, c'est un acte d'intelligence et de maîtrise émotionnelle. Dire « je peux me tromper, dis-moi ton point de vue » change immédiatement la dynamique. Ce n'est pas une reddition, mais un coup stratégique. En reconnaissant que ta vision est limitée, tu ouvres la porte à un véritable dialogue, et non à une guerre d'ego. Celui qui t'écoute baisse sa garde, car il sent qu'il n'a pas à se battre pour être entendu. Il sent que son point de vue compte, et cela transforme la discussion en une recherche commune de clarté, et non en un combat. Imagine une situation au travail. Tu discutes avec un collègue sur la meilleure façon d'aborder un projet. Tu as de l'expérience, mais lui aussi. La conversation s'envenime. Au lieu d'insister sur le fait que tu as raison, tu dis « je peux me tromper, dis-moi ton point de vue ». Ton collègue est surpris, il se détend même. Il sait qu'il peut parler sans crainte d'être jugé. À présent, la conversation tourne autour des faits, des idées, des solutions, et non de qui aura le dernier mot. Cette habitude révèle de la maturité et une bonne connaissance de soi. Tu sais que ta vision est toujours partielle, que tes émotions peuvent brouiller ton jugement. En l'admettant, tu ne t'affaiblis pas, tu te renforces. Tu gagnes du respect, car tu montres que tu accordes plus de valeur à la vérité qu'à ton ego. De plus, tu deviens plus difficile à manipuler. Celui qui cherche à te provoquer ne trouve pas de résistance, mais de l'ouverture. Ainsi, tu gardes le contrôle de la conversation et tu évites de tomber dans des provocations inutiles. Dans les relations personnelles, cette approche est encore plus puissante. Lorsque tu te disputes avec quelqu'un de proche, la tension émotionnelle est multipliée. Si tu t'accroches à avoir raison, la distance grandit. Mais si tu peux dire honnêtement que tu pourrais te tromper, tu invites l'autre personne à s'ouvrir elle aussi. Le conflit se transforme en compréhension mutuelle. Adopter cette réponse ne signifie pas douter de tout ni perdre sa conviction. Cela signifie être prêt à apprendre, à ajuster sa vision, quand des arguments solides apparaissent. C'est une manière de vivre avec moins de friction et plus de croissance. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de te défendre, souviens-toi, le véritable contrôle n'est pas de gagner la discussion, mais de garder son calme et son ouverture. C'est la différence entre réagir et répondre avec sagesse. Réponse 3. Je peux me tromper, dis-moi ton point de vue. Réponse numéro 4. En ce moment, je choisis le calme plutôt que la raison.
Parfois, au milieu d'une dispute, la dernière chose que tu veux, c'est céder. Tu as l'impression que si tu ne réponds pas, si tu ne défends pas ton point de vue avec des arguments solides, tu es en train de perdre. Mais il y a un moment où la priorité n'est pas de prouver qui a raison, mais de protéger ta propre sérénité. Ce n'est pas abandonner, c'est prendre une décision consciente, ne pas laisser l'émotion du moment dicter ce que tu dis ou fais. Choisir le calme ne signifie pas que tu ignores ce que tu penses ou ressens. Au contraire, tu reconnais ta position, mais tu décides que ce n'est pas le moment de te battre pour elle. Peut-être que l'autre personne est bouleversée, peut-être que toi aussi. Parler maintenant ne ferait qu'envenimer les choses. Alors, tu mets une pause, tu respires, tu prends du recul, pas parce que tu es faible, mais parce que tu comprends la valeur de te préserver pour les batailles qui comptent vraiment. Ce genre de réponse déstabilise. L'autre personne attend une réaction, une contre-argumentation, une explosion. Mais toi, tu choisis le silence ou une phrase posée. En ce moment, je choisis le calme plutôt que la raison. C'est une façon de poser une limite, de montrer clairement que tu n'es pas prêt à perdre ta paix pour une dispute qui, à long terme, ne changera probablement rien d'important. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? As-tu ressenti cette pression de devoir répondre, de ne pas rester silencieux, même si tu sais que le mieux serait d'attendre ? Parfois, on nous apprend qu'il faut avoir le dernier mot, que céder, c'est perdre. Mais en réalité, la force réside dans le contrôle. Savoir quand parler et quand se taire. Te donner la permission de te prioriser, même si l'autre ne le comprend pas. Ce n'est pas toujours facile. Peut-être qu'après, tu repenses à ce que tu aurais pu dire. Mais avec le temps, tu te rends compte qu'aucune victoire dans une dispute ne vaut la tranquillité que tu t'es offerte à ce moment-là. La prochaine fois que tu sens que tu vas perdre le contrôle, demande-toi: ai-je vraiment besoin d'avoir raison maintenant? Ou puis-je m'offrir le cadeau du calme? 5e réponse. Tous les désaccords ne nécessitent pas une réponse immédiate. Il existe un espace entre l'impulsion et l'action. Et c'est dans cet espace que réside notre liberté. Face à un désaccord, l'urgence de répondre peut se manifester comme une force irrésistible, comme si le silence était une reddition ou une faiblesse. Mais en réalité, c'est précisément dans ce silence que se révèle la maîtrise de soi. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé le tort. » Répondre immédiatement sous le feu de l'émotion est souvent la manière la plus rapide de perdre le contrôle et de dire quelque chose que l'on ne pourra plus retirer par la suite. Lorsque quelqu'un nous met au défi, l'esprit a tendance à rechercher des victoires rapides. L'ego exige que nous répondions, que nous défendions chaque mot, que nous ne laissions passer aucune offense. Mais la maturité consiste à mettre en pause cette réaction automatique, même lorsque le cœur bat plus vite et que les mains se crispent. Prendre un moment, respirer, observer le désaccord de l'extérieur, c'est une preuve de force, non de faiblesse. Il ne s'agit pas d'ignorer le conflit, mais de choisir le meilleur terrain pour répondre. Et parfois, ce terrain, c'est le temps. Imagine une discussion au travail. Quelqu'un remet en question ta décision devant les autres. La réaction immédiate serait de répondre, de te justifier, de protéger ta réputation. Mais si tu diffères ta réponse, si tu dis simplement « je vais y réfléchir », tu t'offres la possibilité d'analyser la situation avec clarté et sans le filtre de l'émotion. Bien souvent, la perspective que donne la distance révèle que le désaccord n'était pas si urgent, ou même qu'il n'était pas nécessaire d'y répondre du tout. Le silence stratégique est une déclaration d'indépendance face aux provocations. Tout ne mérite pas ton énergie et tous les combats ne valent pas la peine d'être menés. C'est une façon de te rappeler que ta valeur ne dépend pas de gagner chaque discussion, mais de garder ta maîtrise de toi et de choisir quand et comment agir. Ainsi, chaque désaccord cesse d'être une menace et devient une occasion de pratiquer l'autocontrôle, la patience et la réflexion.
Choisir le bon moment pour répondre est, en soi, une réponse. Et parfois, la meilleure réponse, c'est d'attendre. Réponse 6. Merci de me l'avoir dit, j'y réfléchirai. Parfois, les paroles des autres peuvent ressembler à un coup direct porté à l'ego. Tu reçois une critique, un commentaire auquel tu ne t'attendais pas, et ta première réaction est de te défendre, de te justifier ou même de riposter. Mais il existe une autre façon de répondre, une façon qui ne te met pas sur la défensive et qui n'alimente pas le conflit. Merci de me l'avoir dit, j'y réfléchirai. Cette phrase paraît simple, mais elle recèle une force immense. Ce n'est pas une reddition, ce n'est pas non plus de la soumission, c'est une déclaration de maîtrise de soi. Tu reconnais ce que l'autre te dit, tu le valides, mais tu ne permets pas à l'émotion de prendre le contrôle de la conversation. Tu prends l'information, tu la conserves et tu t'accordes le temps de décider si elle a de la valeur pour toi ou non. Ainsi, tu gardes le contrôle sur toi-même et sur la situation. Pense à la dernière fois qu'on t'a fait une critique inattendue. Qu'as-tu ressenti? Comment as-tu réagi? Peut-être as-tu ressenti de l'irritation ou une pression intérieure pour clarifier ton point de vue. C'est compréhensible, mais imagine répondre avec calme. Merci de me l'avoir dit, j'y réfléchirai. Aussitôt, l'atmosphère change. L'autre sent qu'il a été entendu, que son opinion n'est pas tombée dans l'oubli. Et toi, par-dessus tout, tu fais preuve de maturité. Ce type de réponse ne signifie pas que tu acceptes aveuglément tout ce qu'on te dit. Cela signifie que tu as la capacité de faire une pause, d'analyser, puis de décider si ce que tu as entendu t'apporte quelque chose. Tu ne donnes pas le pouvoir sur tes émotions à l'autre personne. Tu le gardes pour toi. Oseras-tu essayer la prochaine fois? Tu pourrais être surpris par les faits. Il y a une puissance silencieuse à ne pas réagir immédiatement, à te donner du temps et de l'espace. Ainsi, tu deviens maître de tes réactions. Et c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever. T'est-il déjà arrivé qu'une simple phrase change complètement le cours d'une discussion? Qu'as-tu ressenti lorsque tu as choisi d'écouter avant de répondre? 7e réponse. Je ne prendrai pas cela personnellement. Tu crois vraiment que tout cela tourne autour de toi? Comme il est confortable de penser que le monde gravite autour de tes sentiments, de tes attentes, de tes blessures. Ce que quelqu'un dit, ce que quelqu'un fait, ce que quelqu'un crache au beau milieu d'une dispute, cela a rarement un rapport avec toi. C'est sa frustration, son ego, son incapacité à gérer la pression. Mais bien sûr, il est bien plus facile d'endosser le rôle de la victime et de transformer chaque mot des autres en une dague pointée vers ta poitrine. Comme c'est commode. Ne pas le prendre personnellement est une menace pour ceux qui vivent de l'offense. Parce que si cela ne t'atteint pas, si tu ne réagis pas, si tu ne tombes pas dans le piège, tu leur retires leur pouvoir. Tu leur tends le miroir. Ceci t'appartient, pas à moi. Ça fait mal. Oui, mais pas à cause de ce qu'ils disent, plutôt à cause de l'importance que tu choisis d'y accorder. Ça te dérange? Parfait, voilà ton chantier intérieur. Il y a des personnes qui ont besoin que tu le prennes personnellement pour se sentir importantes, pour justifier leur propre drame. Ne leur fais pas ce cadeau, laisse-les se noyer dans leur propre venin, pendant que toi, tu restes intact. La prochaine fois que quelqu'un crache son venin, répète simplement « Je ne prendrai pas cela personnellement ». Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres, qu'ils continuent d'aboyer. Toi, tu n'es pas l'arbre. Réponse numéro 8. Je préfère trouver une solution, pas un coupable. L'atmosphère se refroidit, il y a de la tension, mais personne n'élève la voix. Les arguments flottent, s'entrechoquent, cherchent un espace sûr. Quelqu'un insiste pour trouver le responsable, pour pointer du doigt. Le regard se détourne, les épaules se crispent, le rythme de la conversation ralentit. Une autre personne intervient, coupe le cycle. Je préfère trouver une solution, pas un coupable. Les mots tombent comme un poids mort sur la table. L'élan de blâmer s'arrête. Personne ne répond immédiatement. Le focus change. Il ne s'agit plus de se défendre ni d'attaquer. Il s'agit de regarder le problème en face,
sans phare. Les questions deviennent pratiques. Que se passe-t-il maintenant? Quelles options avons-nous? Les postures défensives perdent leur sens. Le conflit devient une tâche à résoudre, non un champ de bataille personnel. Il n'y a ni félicitations, ni geste de soulagement. Juste un accord tacite, avancé. Le passé reste là où il est. La discussion ne tourne plus autour de ce qui a été, mais de ce qui peut être fait. L'énergie auparavant consacrée à la confrontation migre vers la coopération. Même si personne ne le dit à voix haute, il n'y a pas de satisfaction immédiate. Pas de clôture émotionnelle non plus. La conversation continue, mais le ton a changé. Une limite s'est imposée, sans dramatisme. La recherche de solutions prend le pas sur le besoin de trouver des coupables. L'atmosphère est sobre, presque clinique. Le calme n'est pas de la joie, c'est du contrôle. L'avancée n'est pas une célébration, c'est de l'efficacité. Ainsi se termine l'échange, sec, direct, fonctionnel. Le problème ne disparaît pas, mais la façon de l'affronter n'est plus la même. Réponse 9. Parlons-en quand nous serons tous les deux calmes. Au milieu d'une dispute, l'urgence de répondre est souvent le premier ennemi. L'esprit s'accélère, les émotions se mélangent et la conversation se transforme en un champ de bataille où personne ne gagne. Dire « parlons-en quand nous serons tous les deux calmes » est une manœuvre stratégique, non une fuite. C'est la décision consciente de ne pas se laisser emporter par la tempête du moment et de poser une limite claire. La conversation ne reprendra que lorsque les eaux se seront apaisées. Cette réponse coupe le cycle de la réactivité. Quand l'un ou les deux sont bouleversés, les mots deviennent des armes et l'objectif n'est plus de comprendre, mais de vaincre. Si l'un des deux impose une pause, la dynamique change complètement. Le message est clair. Je ne suis pas disposé à échanger des reproches, ni à céder à l'impulsion de la colère. Je veux résoudre, mais pas à n'importe quel prix. La pause forcée a des effets immédiats et à long terme. Immédiatement, la tension retombe. C'est comme retirer le pied de l'accélérateur avant de perdre le contrôle. L'autre personne peut se sentir frustrée, voire rejetée, car son élan est de décharger l'émotion sur le moment. Mais en posant la limite, on invite, de manière implicite, à ce que chacun reconsidère sa position et revienne avec une disposition différente. En pratique, cela demande une discipline intérieure. Il ne s'agit pas seulement de prononcer la phrase, mais de tenir la décision. Ne pas entrer dans les provocations, ne pas répondre en criant, ne pas se laisser piéger par le jeu de la culpabilité. Il est probable que l'autre insiste, fasse pression ou tente de rouvrir le conflit. Ici, la fermeté est essentielle. Parlons-en quand nous serons tous les deux calmes n'est pas une excuse pour éviter le sujet, mais une déclaration d'intention. Le dialogue n'est possible que lorsque chacun peut penser avec clarté. Un exemple. Imagine une dispute de couple dans laquelle l'un des deux lance une accusation dure. La réaction automatique serait de se défendre, d'attaquer en retour ou de sombrer dans le drame. Mais celui qui garde son calme et propose une pause prend le contrôle du processus. Cela n'élimine pas le conflit, mais le déplace sur un terrain plus sûr, où la probabilité de compréhension réelle augmente. Avec le temps, cette habitude transforme la relation aux disputes. Il ne s'agit plus de gagner ou de perdre, mais de trouver des solutions dans la sérénité. Cela envoie aussi un message sur sa propre valeur. Je ne suis pas disponible pour le chaos de l'autre, je respecte mon propre état émotionnel et j'attends la même chose de l'autre. Il y a un coût. Parfois, on perd l'occasion d'avoir le dernier mot ou de décharger sa colère sur le moment. Mais le bénéfice est bien plus grand. La plupart des conflits ne se résolvent pas au sommet de l'émotion, mais après, lorsque l'esprit retrouve sa clarté. Retarder la conversation n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. Ainsi, la phrase « parlons-en quand nous serons tous les deux calmes » devient un filtre. Seules les choses importantes méritent discussion et seule la sérénité permet de trouver une issue digne pour chacun. 10e réponse. Ma paix a plus de valeur que d'avoir le dernier mot. Parfois, il semble que céder, c'est perdre, que se retirer d'une discussion, laisser passer un commentaire, ne pas répondre à la dernière attaque
équivaut à se rendre, à être moins. Mais il y a une vérité brutale que peu de gens acceptent. La plupart des discussions ne cherchent pas la vérité, mais à nourrir l'ego. Vouloir avoir le dernier mot est un piège subtil. L'orgueil te pousse à prouver que tu as raison, à ne rien laisser sans réponse, à écraser l'argument de l'autre, même si cela coûte ta tranquillité. Regarde ce qui se passe quand tu t'accroches toujours à avoir le dernier mot. La conversation devient une guerre froide. Aucun des deux n'écoute, les deux attaquent, personne ne cède. Les mots deviennent des lames. L'atmosphère s'empoisonne. Au final, même si tu gagnes, tu finis épuisé, amer, vidé. Gagner la discussion, perdre le calme. Voilà le vrai prix. Combien de fois as-tu ressenti cette satisfaction fugace d'avoir gagné une dispute verbale, pour ensuite rester avec le bruit dans la tête, la tension dans la poitrine, l'écho d'une réponse que tu n'aurais pas dû donner? On t'a appris que céder, c'est être faible, que qui se tait consent, que si tu ne réponds pas, tu restes en arrière. Mais personne ne te dit que la véritable force consiste à choisir ta paix plutôt que ton orgueil. Que le self-control, la distance, le silence peuvent être plus dévastateurs que n'importe quel argument. La personne qui décide de ne pas entrer dans la bataille, qui se retire avant que la discussion ne l'emporte, démontre une maîtrise de soi que les autres comprennent à peine. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la lâcheté, c'est une maturité brutale. C'est savoir que ton temps et ton énergie ne sont pas à vendre au jeu de l'ego d'autrui. Pense aux fois où une dispute t'a volé des heures, t'a privé de sommeil, t'a gâché la journée. Pense à ce que tu as perdu à ne pas savoir lâcher prise. Paix mentale, relations, opportunités, même le respect de toi-même. Les gens se souviennent plus de ta réaction que de tes arguments. Souviens-toi du calme imperturbable de celui qui n'a pas besoin d'avoir raison pour se sentir en sécurité. Voilà la différence entre celui qui vit au gré des provocations et celui qui domine son monde intérieur. Personne ne va t'applaudir parce que tu n'as pas répondu. Personne ne te donnera une médaille pour avoir gardé le silence. Mais la récompense est invisible et redoutable. Ta paix. C'est un luxe que peu peuvent se permettre, car il faut renoncer à l'addiction d'avoir raison, au besoin de valider ton ego dans le regard de l'autre. C'est choisir de perdre une bataille inutile pour gagner une guerre silencieuse, celle de ton propre esprit. Cette réponse n'est pas pour ceux qui veulent plaire, ni pour ceux qui ont besoin de reconnaissance. Elle est pour ceux qui en ont assez de laisser les autres dicter leur humeur. Pour ceux qui comprennent que la véritable victoire, c'est être maître de soi, non de la conversation. La prochaine fois que tu sentiras le besoin de répondre, de clore la discussion, d'imposer ton point de vue, souviens-toi, ta paix vaut plus que n'importe quel dernier mot. Et quand tu apprendras à te retirer sans te sentir vaincu, tu auras gagné quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les discussions. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parfois, rester calme est ce qu'il y a de plus inconfortable pour l'autre. Pense à la dernière fois où quelqu'un a élevé la voix, s'attendant à ce que tu répondes de la même manière. Observe comment, en restant silencieux, l'autre commence à agiter les mains, avec plus de nervosité, à chercher des alliés du regard dans la pièce, à changer de ton parce qu'il ne trouve aucune résistance. La tension flotte dans l'air, mais elle ne t'appartient pas. Lorsque tu choisis de ne pas répondre à l'attaque, l'autre reste avec ses mots suspendus, regarde le sol ou consulte son téléphone pour combler le vide. L'atmosphère change, les personnes autour baissent les yeux ou s'éloignent discrètement de la scène. Parfois, tu vois la conversation s'éteindre ou ton interlocuteur, ne trouvant aucune opposition, se retirer avec une frustration qui ne t'appartient pas. Combien de fois encore vas-tu sacrifier ta paix juste pour avoir raison? La maîtrise est évidente chez celui qui ne réagit pas. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi.
Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Ce n'est pas ta faute si certaines attitudes provoquent du rejet. Cette conversation ne tourne pas autour du fait de paraître brillant ou de gagner des débats. Ici, il s'agit que tu apprennes à séparer ta valeur personnelle de la réaction des autres, même si ces réactions sont froides, cassantes ou ouvertement hostiles. Tu ne vas pas trouver d'excuses ni de promesses creuses. Il n'y a pas de recette pour plaire à tout le monde, ni de formule pour s'intégrer partout. Ce que tu vas découvrir, c'est pourquoi certaines habitudes et certains principes que tu n'as pas choisis, qui font partie de ta structure, suscitent la haine ou le mépris chez les autres. Réfléchis-y. Tu entres dans une pièce et les conversations s'éteignent, les regards se détournent. Lors d'une réunion, ton silence dérange plus que n'importe quelle parole. Un commentaire honnête, sans détour, suffit pour que quelqu'un fronce les sourcils, croise les bras et prenne ses distances. Tu l'as vu. Des amitiés qui se refroidissent du jour au lendemain. Des invitations qui cessent d'arriver, des propositions de travail qui s'évaporent dans l'air. Ces conséquences visibles, la porte qui se ferme, le téléphone qui ne sonne pas, ne sont pas le fruit de ta décision, mais de la friction inévitable entre ta façon d'être au monde et les attentes des autres. Reste jusqu'à la fin, car la dernière raison est celle que la majorité n'accepte jamais. Leçon 1. Ne cède pas à la pression du groupe. Rester fidèle à ses principes. Provoque le rejet. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Lorsque tu refuses de suivre le courant, tu suscites de la résistance. Ce n'est pas personnel, c'est la loi de la médiocrité. Ce qui ne se soumet pas dérange. Le principe est simple, si tu restes fidèle à tes principes, inévitablement tu vas contrarier ceux qui vivent pour l'approbation et le consensus. Beaucoup pensent que le rejet du groupe est le signe d'une erreur personnelle. Ce n'est pas le cas. Le véritable problème est l'auto-illusion. Croire que le fait d'être accepté signifie toujours que l'on a raison. Mais en réalité, lorsque le groupe exige la soumission, céder, c'est perdre le contrôle de son propre jugement. Le stoïcisme enseigne que la pression sociale est une épreuve de caractère, non un guide de conduite. Si ta norme dépend de l'approbation d'autrui, tu deviens esclave de l'opinion commune et tu renonces à ta propre discipline. Au bureau, par exemple, tout le monde accepte une décision injuste parce que personne ne veut être celui qui s'y oppose. Tu restes ferme et, immédiatement, tu remarques des regards gênés, des commentaires derrière ton dos ou même une mise à l'écart dans le groupe de discussion de l'équipe. Tu n'as rien fait de mal. Tu as seulement osé ne pas céder là où d'autres préfèrent le confort de l'appartenance. Cela dérange parce que cela dévoile le manque de discernement des autres. La réaction devient palpable le lendemain. Les salutations se limitent à un hochement de tête sec. Le déjeuner devient un rituel silencieux, où les autres occupent des tables éloignées. Lors des réunions, tes interventions sont accueillies par de longs silences ou des réponses brèves. Quelques collègues cessent de te mettre en copie des courriels importants. Dans les couloirs, les conversations s'interrompent brièvement à ton passage. L'inconfort n'est pas subtil. Il se manifeste par des portes qui se ferment sur ton passage, par des invitations qui ne te parviennent plus, par des projets communs dont on t'exclut sans explication. Ta posture provoque des fissures dans le vernis de conformité du groupe. Ceux qui partageaient autrefois des plaisanteries évitent désormais ton regard. L'équipe, auparavant cordiale, commence à agir avec prudence en ta présence, comme si ta simple existence rappelait ce que personne ne veut admettre, que le confort s'achète souvent au prix de l'intégrité. Voici une conséquence inévitable. Rester fidèle à tes principes fait de toi un miroir gênant pour ceux qui préfèrent le consensus au discernement. Leçon 2. Ne réagis pas face à la provocation. Le contrôle émotionnel dérange. Cesse de tomber dans le piège. Lorsque quelqu'un te provoque, son objectif est de te faire perdre le contrôle. Ne leur donne pas ce pouvoir. Ne réponds ni avec impulsivité, ni avec du drame. La règle est claire.
Celui qui domine ses émotions domine la situation. Beaucoup pensent que perdre son calme est inévitable, qu'exploser est naturel et même justifiable si l'on te cherche la dispute. Mais le véritable problème n'est pas la provocation, c'est ta réaction automatique, ton manque de maîtrise. Ceux qui cherchent à te manipuler se nourrissent de tes réponses viscérales. Lorsqu'ils voient que tu ne tombes pas dans le piège, ils se frustrent et te rejettent. Non pas parce que tu es faible, mais parce qu'ils ne peuvent pas se servir de toi. Au bureau, un collègue lance des remarques sarcastiques en espérant te voir blessé ou contrarié. Il t'observe du coin de l'œil, attendant l'hésitation, le regard fuyant, le geste d'agacement. Le murmure s'arrête dans la pièce, d'autres attendent ton explosion. Mais tu ne réagis pas. Le silence devient lourd, inconfortable. Le provocateur force un sourire, mais sa mâchoire est crispée. Le lendemain, il cherche une autre victime. Avec toi, cela ne fonctionne pas. En couple, on te lance une pique en espérant une dispute. Un dîner tendu, des assiettes posées brusquement, des mots tranchants lancés comme des hameçons. On attend que tu élèves la voix, que tu jettes la serviette sur la table, que tu quittes la pièce. Mais tu mâches lentement, tu fixes ton assiette et tu laisses le venin se dissiper dans l'air. L'autre personne remue son café plus fort, frappe la tasse, mais finit par abandonner. La soirée se termine froide, oui, mais sans le spectacle qu'on recherchait. Sur les réseaux, quelqu'un t'écrit juste pour voir si tu exploses en public. Le message est direct, humiliant, conçu pour t'exposer. Des dizaines de regards attentifs attendent ta chute. Tu ne réponds pas. Le fil se refroidit. Le provocateur efface le message quelques heures plus tard, ignoré de tous. Si tu gardes le contrôle, l'autre perd son outil préféré, ta réaction. Et cela dérange celui qui vit de la manipulation. Les visages se durcissent, les regards se détournent, l'ambiance devient âpre. L'inconfort est visible, des pas plus rapides dans le couloir, des invitations qui disparaissent, des conversations qui s'éteignent quand tu entres. Le résultat te dévoile la vérité. Le contrôle n'est pas seulement un bouclier, c'est une condamnation pour celui qui dépend de ta faiblesse. Ce n'est que le début. Leçon 3. Ne parle que si tu apportes quelque chose. Le silence irrite ceux qui cherchent l'approbation. Marc Aurèle a dit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal ». Autrement dit, répondre avec la même bassesse, c'est perdre 2 fois. La règle est simple. Ne parle pas pour parler. Parle seulement lorsque tu as réellement quelque chose à apporter. Le silence n'est pas toujours neutre. Lorsque tu choisis de te taire au lieu de remplir l'espace avec des paroles vides, tu poses une limite. Il y a des personnes qui attendent ton approbation constante, ton rire facile ou ton commentaire insignifiant simplement pour se sentir validé. Mais ton devoir n'est pas d'être l'écho de l'insécurité des autres. Parler juste pour parler fait de toi le complice de la médiocrité. Le silence, lorsqu'il est fondé sur des principes, dérange ceux qui cherchent l'approbation, car tu leur refuses la nourriture de leur dépendance. Au travail, quelqu'un raconte un commérage et attend ta réaction. Tu ne la donnes pas. Observe comment la conversation s'éteint brièvement. Le narrateur force un sourire, regarde autour de lui pour chercher du soutien, mais personne n'intervient. L'ambiance devient lourde pendant quelques secondes. Sur WhatsApp, on envoie un mème dans l'espoir de provoquer ton rire. Tu ne réponds pas. Le groupe reste silencieux. L'expéditeur vérifie si tu as lu le message, voit la double coche bleue et envoie un autre message, insistant, comme si ta réaction était indispensable. Lors d'une réunion entre amis, on te demande ton avis uniquement pour conforter le leur. Tu ne tombes pas dans le piège. La conversation s'enlise. Certains évitent ton regard, d'autres t'observent avec méfiance. Ils en déduisent que tu les considères comme inférieurs ou peu intéressants. Avec le temps, les conséquences deviennent visibles.
On cesse de t'inclure dans certains échanges futiles. On te qualifie de difficile ou d'inaccessible. Dans les couloirs, certains baissent la voix à ton passage, d'autres te jettent un regard furtif, murmurent des conclusions hâtives. À la pause déjeuner, ceux qui recherchaient ton rire auparavant évitent désormais de s'asseoir près de toi. Ton silence devient une menace, un rappel de leur propre besoin d'être validé. La limite posée par ton silence crée une gêne palpable. Visages fermés, conversations interrompues, messages ignorés, invitations qui ne viennent plus. Le point commun, c'est toi, pas la situation. Dans la leçon suivante, tu verras comment ton progrès personnel peut aussi devenir une raison de rejet. Leçon 4. Priorise tes habitudes avant les modes. Suivre ton propre rythme génère du ressentiment. Ton problème n'est pas que les gens te rejettent à cause de tes habitudes. L'erreur est de croire que tu dois t'adapter à la mode pour t'intégrer. Le véritable conflit apparaît lorsque ta discipline met en lumière le manque de discernement des autres. La règle est simple. Suis ton propre rythme, même si cela dérange ceux qui ne cherchent que la validation extérieure. Quand tu choisis des habitudes solides plutôt que des tendances vides, tu te distingues. Cela gêne ceux qui vivent en fonction de l'avis des autres. Celui qui n'a pas de contrôle sur lui-même se sent menacé par celui qui en a. Si tu modifies ta routine chaque fois que le groupe le fait, tu finis par perdre le respect, y compris le tien. Mais si tu restes fidèle à ta ligne, même face aux critiques, tu affiches du caractère. Au travail, tu es le seul à ne pas boire de café en milieu d'après-midi parce que tu préfères terminer tes tâches d'abord. Tes collègues plaisantent, te traitent de démodé ou d'ennuyeux. À la salle de sport, tu restes fidèle à ton programme pendant que les autres passent d'une mode à l'autre. Dans ton groupe d'amis, tu es celui qui ne sort pas tous les week-ends parce que tu privilégies ton repos. Et oui, certains s'éloignent ou t'excluent, mais le schéma est clair. L'inconfort des autres n'est pas ta faute, c'est leur reflet. Les conséquences s'accumulent. Au bureau, tu restes seul à ton bureau pendant que les autres se regroupent à la cafétéria. Ils commentent dans ton dos, baissent le ton quand tu passes à proximité. Lors des réunions, tu remarques des regards furtifs, des signes d'agacement lorsque tu refuses une invitation. L'ambiance se refroidit et certains cessent de partager des informations utiles avec toi. À la salle de sport, tu t'entraînes en silence, observant les autres se disperser entre nouvelles routines et autoportraits. Certains te dévisagent avec méfiance, chuchotent quand tu termines ta série sans pause ni bavardage. Dans le groupe d'amis, tes absences deviennent sujet de conversation. Tu reçois moins de messages, moins d'invitations. Ton nom apparaît à peine sur les photos des réunions. Le résultat est visible. Distance, malaise, portes qui se ferment. Mais aussi, tes réussites s'accumulent en privé. Des tâches achevées avant l'heure, de la force gagnée en solitaire, une énergie intacte chaque matin. Le prix est évident et la vérité se révèle dans les détails que les autres préfèrent ignorer. Mais ce n'est pas tout. Leçon 5. Décide rapidement et agis sans demander la permission. Prendre l'initiative irrite. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Décider et agir sans consulter tout le monde ne fait pas de toi quelqu'un d'arrogant. Cela fait de toi la personne responsable de ta vie. La plupart préfèrent l'indécision collective car elle leur permet de se cacher derrière le groupe et d'éviter le poids d'une erreur. La règle est simple. Celui qui prend l'initiative s'expose au jugement et à l'inconfort de ceux qui n'osent jamais. La raison est directe. Les personnes qui reportent, consultent et repoussent se sentent menacées par celui qui décide rapidement. Ce n'est pas ta faute. C'est leur malaise face à leur propre indécision. Quand tu avances sans demander la permission, tu leur rappelles ce qu'ils n'osent pas faire. Si tu continues à attendre l'approbation de tous, tu t'enfonces dans la médiocrité du consensus. Si tu agis, tu deviens la cible des critiques et du ressentiment. Exemple, lors d'une réunion de travail, tout le monde discute du même point pendant 20 minutes.
Tu proposes une solution et tu clôt le sujet. Certains te regardent de travers, d'autres se sentent mis à l'écart. Ce n'était pas ton intention, mais ton action met en lumière leur manque de décision. Dans une conversation entre amis, personne ne se décide sur le lieu du dîner. Tu en proposes un et tu fais la réservation. On te qualifie de chef ou impulsif. Mais tu avances tandis qu'il reste prisonnier du doute. Dans un bureau, tu envoies un courriel avec des instructions claires, alors que l'équipe débat depuis des heures sans avancer. Le lendemain, tu trouves des commentaires sarcastiques accrochés à la cafetière. Ici, il n'y a qu'une personne qui décide. Merci pour la démocratie. Quelqu'un t'ignore dans le couloir. À la réunion suivante, les chuchotements continuent. Les regards se détournent. Mais le projet avance. Le chef t'appelle à part, non pas pour te féliciter, mais pour t'avertir que ton attitude dérange. Les résultats sont visibles, le travail progresse, mais l'ambiance s'alourdit. Dans le groupe d'amis, la prochaine fois que tu proposes un plan, 2 ne répondent pas. Une fois arrivé au restaurant, l'ambiance est tendue. Les blagues tournent autour de ton besoin de contrôle. L'un t'interpelle directement. Il faut toujours que ce soit toi qui décides, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de leadership, mais de l'inconfort que provoque ton action. Le résultat te montre la vérité. C'est là que cela empire. Si tu évites de prendre l'initiative par peur du rejet, tu deviens invisible et tu perds le respect. Si tu continues d'agir, certains te détesteront, mais d'autres te suivront. Tu ne peux pas contrôler la réaction des autres, seulement ta propre conduite. Leçon 6. Pose des limites claires sans culpabilité. Protéger ton espace dérange. Tu es en visioconférence. Un collègue te demande de rester 1 heure de plus alors que tu as déjà terminé ton travail. Tu dis non. Silence gênant. Tu ressens la pression dans l'air. Le curseur clignote sur l'écran. Personne ne dit rien pendant quelques secondes. Tu vois certains baisser les yeux, d'autres te regarder avec désapprobation ou s'écrire des messages privés entre eux. Tu sais que certains pensent que tu es égoïste. Poser des limites fermes dérange ceux qui ont l'habitude d'empiéter sur ton temps. Le lendemain, tu remarques que ton supérieur te salue avec froideur. À la cafétéria, ton collègue évite de t'adresser la parole. Les messages de groupe sont remplis de blagues internes dont tu es exclu. L'atmosphère devient lourde, presque palpable, comme si tout le monde partageait un secret. Le malaise se manifeste dans de petits gestes. Réponses sèches, regards fuyants, invitations qui ne viennent plus. Il n'y a pas de confrontation directe, seulement une exclusion silencieuse. Le prix de ne pas tracer cette limite est élevé. Si tu cèdes, ton temps se dilue dans des tâches et des services qui ne te reviennent pas. Si tu acceptes toujours, ton agenda ne t'appartient plus. Tu perds le contrôle, tu perds le respect. Avec le temps, les gens cessent de valoriser ta disponibilité et commencent à l'exiger. Pense à ce qui est quotidien. On t'écrit en dehors des horaires de travail et tu réponds, même si ce n'est pas urgent. Ou tu acceptes des engagements que tu ne veux pas, juste pour éviter le conflit. Petit à petit, tu deviens une extension de l'agenda des autres. Tu ressens de la fatigue, de l'irritation et une sensation constante de dette. On ne te remercie pas. On s'y attend simplement la prochaine fois. Le téléphone vibre pendant le dîner. Tu regardes l'écran, tu vois le nom de quelqu'un du travail, et pourtant, tu réponds. Tu termines l'appel et ton repas est froid. Ta famille t'observe en silence. La conséquence est claire. Tant que tu ne poses pas de limite, ton espace personnel devient le territoire de quiconque réclame ton temps. Et quand enfin tu le défends, beaucoup seront fâchés, car leur confort dépendait de ton sacrifice. Dans la prochaine leçon, tu vas voir pourquoi ton succès personnel suscite aussi du rejet et comment y faire face sans perdre le contrôle. Leçon 7. N'explique pas ta valeur à celui qui ne la reconnaît pas. Cesse de te justifier. Musonius Rufus a dit « Comme le fer rouille,
s'il n'est pas utilisé, ainsi le caractère s'affaiblit sans pratique. Dans la pratique, la discipline s'entraîne, elle ne se désire pas. L'instruction est directe, cesse de justifier ta valeur auprès de ceux qui ne sont pas disposés à la voir. Chaque fois que tu t'expliques trop, tu remets ton énergie à l'incrédulité des autres. Celui qui ne reconnaît pas ton effort, ton talent ou ta discipline ne le fera pas parce que tu lui apportes des arguments. Au contraire, plus tu te justifies, plus tu nourris l'ego de celui qui te sous-estime. Le besoin d'être compris par tout le monde est un piège. Il te vole du temps, t'éloigne de l'essentiel et affaiblit ton caractère. Pratique la discipline de te taire quand le doute de l'autre n'est pas légitime, mais arrogance. Au travail, tu termines une tâche exigeante et ton chef le remarque à peine. Tu ressens la tentation d'expliquer chaque étape, de défendre ta contribution. Lors des réunions, tu vois d'autres recevoir des éloges pour moins, tandis que ton rapport reste au fond de la pile. Le silence de la salle, les regards qui se détournent, l'absence de reconnaissance marque la différence. Tu résistes à l'impulsion de te justifier. Tu observes comment l'indifférence s'installe dans l'atmosphère, comment le mérite se dissout dans la routine. Sur WhatsApp, un ami minimise tes réussites et tu t'efforces de le convaincre de ton engagement. Tu lui envoies des captures d'écran, de longs messages, des détails qu'il ne demande pas. La réponse arrive brève, indifférente. Tu ressens le poids de l'incompréhension, la distance qui grandit à chaque tentative d'explication. La conversation se refroidit, le respect s'évapore. En couple, tu donnes des raisons pour chaque décision, espérant être validé. Tu énumères des arguments, expliques tes motivations, justifies des choix petits et grands. L'interlocuteur acquiesce sans intérêt, regarde son téléphone pendant que tu parles. La tension monte, l'ambiance devient lourde. La validation n'arrive jamais, il ne reste que l'épuisement. Le résultat est toujours le même, plus d'usure, moins de respect. La valeur ne se négocie pas avec des mots, elle se démontre par les actes. La fatigue s'installe sur les épaules, le moral s'éteint. L'entourage perçoit ton insécurité et en profite. La place pour ta voix se réduit. Les relations deviennent plus froides. Le résultat est en train de te montrer la vérité. Et il y a encore plus. Leçon 8. Accepte que tu ne contrôles pas la haine des autres. Cesse de chercher l'approbation. Tu es à un repas de famille. Les couverts s'entrechoquent doucement contre les assiettes. Le murmure des conversations n'est interrompu que lorsque quelqu'un lâche un commentaire passif-agressif sur ton travail ou tes choix. Le ton est mesuré, mais l'intention est claire. Il n'y a pas eu de provocation, tu n'as rien fait d'inapproprié. Tu sens l'inconfort s'installer, dense et collant, entre les verres et les serviettes pliées. Tout le monde l'a entendu, mais personne n'intervient. La question surgit, inévitable. Pourquoi me déteste-t-il alors que je ne lui ai rien fait? La norme correcte est celle-ci. Tu ne peux pas contrôler la perception ni la haine des autres, seulement ta conduite. Le reste appartient à autrui. C'est un territoire incontrôlable. Nous croyons que si nous agissons bien, si nous sommes justes et bienveillants, le rejet ne devrait pas exister. Mais cela est de la naïveté. Il y a des personnes qui te détestent pour ce que tu représentes, pour tes réussites, pour ta manière d'être, ou simplement parce que tu existes. Le stoïcisme ne promet pas l'immunité contre le jugement d'autrui. Il exige que tu acceptes que la haine des autres n'a presque jamais de rapport avec toi, et presque toujours avec leur propre manque ou frustration. La souffrance apparaît lorsque tu t'obstines à chercher l'approbation de ceux qui ne sont pas disposés à t'offrir du respect. Au bureau, tu travailles avec discipline et cohérence. Tu accomplis tes tâches, tu évites les commérages, tu ne participes pas à la plainte collective. Un collègue commence à te saboter, à parler mal de toi dans ton dos, à chercher la moindre erreur pour t'exposer. Les courriels que tu envoies sont retransmis avec des commentaires sarcastiques. Tes propositions en réunion sont ignorées ou ridiculisées. Tu n'as rien fait pour provoquer cela. Tu te demandes si tu devrais changer, être moins exigeant, baisser ton niveau pour plaire.
La haine ne disparaît pas. Tu ne fais que perdre ta norme et ton respect de toi-même. À la maison, l'ambiance se refroidit. Des regards fuyants, des portes qui claquent plus fort que nécessaire, de longs silences à table. Le rejet se matérialise dans de petits gestes, un salut sans réponse, un anniversaire oublié, une invitation qui n'arrive jamais. La haine d'autrui prend forme dans les absences et dans la façon dont on évite ta présence. La vérité qui dérange, le problème se trouve dans ton miroir. Tu peux t'obséder à vouloir changer la perception des autres, mais tu ne fais que perdre ton temps et ton jugement. La discipline consiste à maintenir ta norme, même si cela fait mal. Personne ne te le dira. Mais c'est ainsi que cela fonctionne. Le respect se mérite. Tu peux continuer à t'adapter à ce que les autres attendent, à éteindre ce qui te distingue simplement pour t'intégrer. Ou tu peux assumer chaque trait qui t'est propre, même si cela met mal à l'aise ceux qui ne comprennent pas ton chemin. Tu peux continuer à justifier des limites, à réprimer des décisions, à céder sous la pression, ou tu peux choisir l'inconfort d'être intègre, même si cela suscite du rejet. Tu ne peux pas contrôler qui te déteste, mais tu peux décider si tu vis sous leur regard ou selon tes principes. Le chemin facile, c'est de céder. Le chemin difficile, c'est de rester ferme, même si cela te fait perdre l'approbation des autres. Les deux routes ont un prix. La différence, c'est qui finit par payer. Dis-moi dans les commentaires laquelle des 8 leçons est la plus difficile à mettre en pratique pour toi. Si cela t'a aidé, abonne-toi.